Smart et réglo, on parle des accords collectifs. Oh là là, on commence à se gratter la tête parce que les accords collectifs, c'est à la fois très sérieux, parfois un peu technique et complexe, et on va tout vous expliquer avec Swazig Prétessey, avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Commençons par le début, Swazig. D'abord, qu'est-ce qu'un accord collectif? Pour commencer par le début. Alors un accord collectif, c'est un accord qui est négocié entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives et les employeurs. D'accord. Il y a deux types, pour résumer, d'accords collectifs. Des accords collectifs qui sont au niveau de la branche, donc des accords collectifs nationaux, conventions collectives nationales, et des accords collectifs qui ici vont nous intéresser. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, qui sont des accords d'entreprise. Juste pour qu'on y voit clair, qu'on comprenne bien, parce que c'est un peu un mot abscon, encore que beaucoup de chefs d'entreprise et de DRH savent de quoi on parle. C'est bien un espace, avec une table, des chaises, où partenaires sociaux et direction, ressources humaines en général, se rencontrent. Exactement. C'est ça, physiquement. Et les délégués syndicaux, enfin je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on négocie dans ces accords collectifs? Alors, les sujets sont multiples dans les accords collectifs. On peut aller du télétravail qui est à la mode et qui a fait peut-être un petit peu découvrir les accords collectifs récemment, suite au Covid. La négociation d'aménagement du temps de travail. Pour résumer, il y a deux types d'accords collectifs. Des accords collectifs obligatoires, où là, l'employeur est dans l'obligation de mettre les partenaires sociaux autour de la table, enfin d'inviter les organisations syndicales représentatives. On peut les citer, c'est le cadre obligatoire? Celui qui est très connu, c'est la fameuse NAO, qui parlera au DRH, bien sûr. Les salaires. Qui porte annuellement sur les salaires, c'est une négociation annuelle. Il y a aussi les accords obligatoires égalité hommes-femmes, qui sont assez récents. Il y en a une multitude. Gestion de prévisionnel de l'emploi. Et là, c'est obligatoire, c'est-à-dire que si l'employeur oublie, en général, n'oublie pas ou ne convoque pas les organisations syndicales, dans ce cas-là, il peut être taxé de délit d'entrave et il y a une obligation de le faire. Et les accords collectifs non obligatoires, qui là laissent un champ d'intervention très important pour l'entreprise et qui sont véritablement, pour moi, un outil de gestion RH et de gestion d'un tas de choses. J'allais y venir, Swazig, parce que ça, vous y tenez beaucoup. Vous dites à vos clients, c'est-à-dire les entreprises, ne refusez pas l'obstacle, pour faire une métaphore d'équitation, ne refusez pas l'obstacle, ouvrez des négociations dans le cadre d'accords collectifs et allez discuter avec les syndicats, parce que peut-être que je m'avance un peu, mais ça peut être aussi une manière d'éviter les crises, les grèves ou des tensions dans l'entreprise. Est-ce que vous souscrivez à cette stratégie-là ? En effet, souvent, sur l'aspect accord collectif non obligatoire, il y a souvent une crainte de se confronter aux organisations syndicales, mais aussi c'est un peu la méconnaissance de l'existence et de l'outil que constituent les accords collectifs. Et on constate souvent, je le constate chez mes clients, on hésite en fait, on se dit que ça ne va pas marcher, qu'on va avoir des levées de boucliers pour négocier, mais j'ai l'exemple d'un cas où, dans le cas d'une entreprise qui hésitait depuis très longtemps parce que c'était des vieux accords sur l'aménagement du temps de travail, on a mis tout le monde autour de la table et on a réussi à obtenir, pour l'entreprise, il y avait une fluctuation en fait sur la charge de travail des semaines. En fonction des commandes, en fonction des... Exactement. Donc on avait besoin de mettre en place une annualisation du temps de travail. Bien sûr. Et finalement, pendant des années, ils ont hésité parce qu'il y avait une méconnaissance. Mais quand on anticipe le sujet, quand on le prépare, parce qu'évidemment, avant de se mettre autour d'une table, il faut élaborer la stratégie et l'approche qu'on aura. Ça, c'est l'amont, c'est avant d'ouvrir la porte. Et ensuite, c'est d'expliquer. Alors, il y a un cadre légal, l'avocate, je me tourne vers elle, il y a les conditions de validité d'un accord collectif, ça c'est important, il faut qu'on en dise un mot. Mais en amont, on reçoit un document officiel, les syndicats sont convoqués à un horaire, il y a un ordre du jour. Comment ça marche ? En pratique, on invite les organisations syndicales à négocier. Et puis ils se mettent autour d'une table. Et on donne le thème, autorisez-moi. Non, pour que quand même l'organisation syndicale se prépare aussi à réfléchir au sujet. Parfois, l'accord collectif est pré-rédigé et on leur propose une première version. D'accord. Et donc on biffe. Évidemment, pour avoir sur la table les sujets de négociation. Et sur cette base de texte, on biffe, on rajoute, on supprime. On est bien d'accord. Quelques mots sur les conditions de validité d'un accord collectif. À quel moment il est validé ? On met de la branche de côté, je parle dans l'entreprise. L'accord collectif dans l'entreprise, il y a deux hypothèses.
Le principe, c'est qu'en fait, il faut obtenir la signature des délégués syndicaux, les organisations syndicales qui représentent 50% des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE. Ça, c'est une réforme. Donc ça peut être un ou deux, enfin si c'est un syndicat qui est majoritaire, un seul syndicat suffira, un seul délégué syndical. Et l'autre hypothèse, qui est une réforme qui a été assez importante, qui a été progressive et qui a un peu évolué, c'est qu'on peut aussi signer avec, qui est revenu en arrière d'ailleurs, on peut aussi signer avec 30%, les organisations syndicales qui représentent 30% des suffrages, mais dans ce cas-là, il faut en plus obtenir la validation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. C'est ça, mais c'était une manière aussi de faire signer des accords plus facilement avec un nombre de syndicalistes moins important, pour aller plus vite, pour faire aller un peu plus vite les accords. C'était ça la philosophie. C'est ça, avec en plus un retour en arrière, parce qu'il y a quelques années, il suffisait d'avoir 30% et on avait 15 jours pour un droit d'opposition, et maintenant on demande en plus. Exact, donc il y a une contrainte supplémentaire. Et je rebondis là-dessus parce que ça c'est les délégués syndicaux, c'est dans une société de plus de 50 salariés, mais aujourd'hui, et ça c'est une grande évolution, dans des sociétés de plus petite taille, on peut aussi parvenir à signer des accords qui sont aussi un élément de complément, parce que parfois, je prends l'exemple des forfaits jours, si la convention collective ne prévoit pas la possibilité de forfait jour, il vous faut un accord collectif pour... Donc c'est soit la branche vous protège par des accords qui sont de branche, soit l'entreprise, et vous encouragez les entreprises sur ce plateau à aller au contact et créer ces accords collectifs. Exactement, parce que si on l'anticipe, encore une fois, c'est un élément... Merci Soisic. Vous aviez encore un mot, je sens que vous aviez envie de me dire quelque chose de plus. Non, juste que c'est un véritable... Il faut le voir comme un outil de gestion RH et, et qui offre une énorme flexibilité et ouverture pour l'entreprise. Et contrairement à ce qu'on constate en pratique, c'est que les délégués syndicaux et les salariés sont aussi très demandeurs et accueillent. N'ayez pas peur des accords collectifs. Voilà le message de Soisic Prétessailles sur ce plateau. C'est bien cela que vous êtes venu nous dire dans sa philosophie en tout cas. Tout à fait. Merci de nous avoir... À condition d'anticiper. À condition de préparer avec des avocats compétents. Avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci Soisic d'être venu nous expliquer un sujet très complexe quand même sur le plan juridique en droit social. C'est quand même un très gros dossier. Merci d'être venu nous rendre visite. Autre sujet sensible qui intéresse les avocats, le télétravail, oui, et les risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux, effectivement, sont engendrés par l'isolement, le burn-out, des difficultés pour recréer du lien social dans l'entreprise, et paradoxalement le télétravail, vous le savez, est plébiscité par les salariés. Comment faire? Il y a un vrai sujet et on en parle avec des experts, dont un avocat. D'ailleurs, c'est juste après la pause.